monde et bienvenue dans le podcast La magie des points présenté par Milesopedia. Je m'appelle Alex Fortier et je serai votre animatrice pour ce balado. Je travaille chez Milesopedia depuis août 2025 comme rédactrice marketing et spécialiste contenu et réseaux sociaux. Notre objectif pour ce podcast est simple, démystifier les points, les cartes de crédit, les programmes de fidélité et même un peu la finance en général, sans jargon compliqué et sans prise de tête. Encore une fois, j'ai la chance d'être accompagnée par Jean-Maximilien Voisine, le fondateur de Milesopedia. Jean-Max, peux-tu nous expliquer c'est quoi Milesopedia? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Maximilien Voisine, un passionné de programmes de fidélité et d'optimisation dans l'accumulation de points de récompense via les cartes de crédit. Il y a plus de 10 ans, j'ai fondé Milesopedia en constatant qu'il n'existait pas de site qui soit en français et qui soit consacré intégralement aux programmes de fidélité et aux cartes de crédit. Depuis, avec mon équipe, nous sommes aujourd'hui une quinzaine d'employés, nous avons rédigé plus de 3000 articles et guides et créé de nombreux outils, dont des comparateurs de cartes de crédit et des produits bancaires, aujourd'hui qui sont utilisés par des dizaines de médias et créateurs de contenu comme Protégez-vous, le Journal de Montréal, François Charon, Retraite 101, Red Flag Deals ou The Canadian Jet Setter côté anglophone. Je suis fier de dire que nous avons la plus grande communauté francophone sur les programmes de fidélité au Canada, près de 40 000 membres qui sont dans notre groupe privé Facebook, je vous invite d'ailleurs à le rejoindre, et des dizaines de milliers d'abonnés à notre infolettre hebdomadaire. Dans ce podcast, on va vous partager des conseils concrets, des stratégies simples, des erreurs à éviter, et surtout on va vous montrer que les points et les cartes de crédit ce n'est vraiment pas réservé aux experts. Que vous soyez complètement débutant ou déjà un peu à l'aise avec le sujet, ce podcast est là pour vous. Nous allons également répondre aux grandes questions que tout le monde se pose quand il commence dans le monde des points et des récompenses. Mais surtout, restez jusqu'à la fin parce que Jean-Maximilien va vous raconter les erreurs à ne pas commettre sur les cartes de crédit. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui concerne pas mal tout le monde, la carte de crédit parfaite selon votre profil. Presque chaque semaine sur nos réseaux sociaux, en courriel, on se fait toujours poser la question sur la meilleure carte de crédit. Mais comme tu l'as abordé dans notre tout premier épisode, la meilleure carte de crédit varie selon chaque personne. Donc, dans ce segment-ci, on va voir en fait comment choisir la meilleure carte de crédit en fonction de votre style de vie, de vos habitudes de dépenses, mais surtout de vos objectifs, tout en évitant les erreurs qui peuvent faire perdre des points ou de l'argent. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais avant tout savoir quelles sont les caractéristiques à considérer lorsqu'on choisit une carte, donc revenus, historique de crédit, etc. Donc, Jean-Max, si tu peux un peu plus nous éclairer. Effectivement, j'ai un peu plus vous éclairer sur comment choisir une première carte de crédit. Donc la première chose que je dis toujours aux gens, c'est qu'il n'existe pas une meilleure carte de crédit. Il y a la meilleure carte de crédit qui est pour vous. Et pour la trouver, il faut regarder quelques trucs concrets. Donc tu as parlé effectivement des revenus, historiques de crédit et ce genre de choses. Effectivement, le revenu personnel. Il faut savoir qu'il y a certaines cartes de crédit qui n'exigent pas de revenu minimum. C'est souvent le cas du côté d'American Express. Donc, c'est des choses à regarder si vous avez un faible revenu, si vous débutez dans la vie. Ça concernera notamment les étudiants ou ceux qui rentrent tout juste dans la vie active. Et puis après, il y a d'autres cartes de crédit qui nécessitent 60 000 $ de revenus, 80 000 $ de revenus. Et plus, on peut monter même jusqu'à 200 000 $ de revenus qui est exigé pour certaines cartes de crédit, comme les visas infinis de privilèges. Ensuite, après le revenu, on parle de l'historique de crédit. Si vous débutez ou si vous avez eu par exemple des retards de paiement, ça limite vos options. Donc là, c'est vraiment votre historique de crédit qui va être observé par les institutions de crédit. Ensuite, c'est la question à se poser, c'est est-ce que vous payez le solde de votre carte de crédit au complet chaque mois? Si la réponse est non, je vais vous dire d'oublier les cartes de crédit qui ont des frais d'intérêt élevés. Les intérêts vont manger toutes les récompenses que vous pourriez obtenir avec ce type de carte. Par contre, il y a des cartes de crédit qui vont être adaptées pour transférer votre solde et avoir par exemple des offres de 0% pendant 10-12 mois, ce qui va vous permettre de rembourser votre solde sans vous faire attraper par des taux d'intérêt de 20% et plus. Ensuite, il faut regarder vos dépenses mensuelles. Quelqu'un qui va dépenser 1 500 $ par mois n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui dépense 5 000 $. Donc là aussi, c'est voir vos dépenses mensuelles et voir les catégories de dépenses dans lesquelles vous effectuez vos dépenses sur votre carte de crédit. Et en fait, comment le style de vie influence-t-il le choix de la carte de crédit? Le style de vie, c'est le filtre numéro 1. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Par exemple, si vous voyagez 2 ou 3 fois par année,
Une carte qui accumule des points aériens ou hôteliers, c'est là où la valeur va exploser. Des points aéroplans, ce genre de choses, vous pouvez vraiment démultiplier la valeur de vos points. Mais si vous ne voyagez pas, alors il vaut mieux, et que vous faites par exemple beaucoup d'épicerie, il vaut mieux se tourner vers une carte qui va vous offrir des remises en argent. Là, c'est sonnant et trébuchant. Et des fois, il y a des catégories qu'on va appeler des catégories bonifiées, où vous pouvez obtenir 4 points, 5 points par dollar ou 5% de remise en argent. Donc là, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui n'a pas un profil de voyageur. Après, si vous faites par exemple beaucoup d'achats en ligne ou à l'étranger, même en devises étrangères, vous achetez aux États-Unis, vous achetez en Europe, donc là vous achetez souvent en euros ou en dollars américains, mais là il va falloir vous intéresser à des cartes de crédit qui n'ont pas de frais de conversion. Certaines cartes les éliminent, il n'y en a pas beaucoup au Canada, il en existe 4 ou 5, mais là ça peut être intéressant de se procurer une carte de crédit sans frais de conversion. Ensuite, si vous êtes travailleur autonome, là aussi, il y a un filtre pour vous. C'est les cartes entreprises et les cartes pour les petites entreprises. Il va y avoir des avantages qui vont être spécifiques pour vos dépenses professionnelles et qui vont vous permettre quand même de gagner des points. Donc en fait, le truc, c'est de vraiment dépenser où va votre argent au quotidien. Et c'est là que les points vont s'accumuler et qui vont vous donner soit d'importantes remises en argent, soit des voyages à la fin de l'année. Tu l'as mentionné un peu, les types de profils, en fait, donc voyageurs, ceux qui ne voyagent pas non plus. Donc, quels sont les grands types de profils chez les utilisateurs de cartes de crédit? Alors, ça fait 10 ans qu'on observe ça au sein de la communauté Malsopédia. Sur notre site, on voit sur les analyses de trafic et sur les demandes qui sont faites par les membres de la communauté. Et donc, on arrive à distinguer quelques profils. Alors, j'en ai compté quelques-uns. Il y a bien évidemment le voyageur. On ne s'appellerait pas Malsopédia pour rien. Le voyageur, il veut des points aériens, il veut des accès au salon, il veut des assurances voyage. Sa priorité, c'est de maximiser finalement la valeur qu'il va obtenir pour chacun des points. Après, il y a le pragmatique. Le pragmatique, c'est il veut des remises en argent. Il ne veut pas se casser la tête. Il préfère par exemple un crédit sur son relevé, que ce soit un crédit mensuel ou même un crédit annuel, plutôt que de gérer avec des transferts de points, gérer avec la valorisation. Il ne veut pas se casser la tête. Ensuite, on a la famille. La famille, les dépenses sont concentrées sur de l'épicerie, sur l'essence, les achats du quotidien, Costco. Là, il y a le volume qui est là. Il faut juste canaliser les dépenses et savoir quelle carte de crédit utiliser pour optimiser ces dépenses. Ensuite, il y a l'étudiant, on en parlait tout à l'heure, l'étudiant ou celui qui débute dans la vie active ou même celui qui débute avec les points. Lui, il a peu d'historique de crédit, il a un revenu qui est modeste. Lui, l'objectif, c'est plutôt de se bâtir son historique de crédit sans se faire avoir par des frais. Donc là, on n'est pas vraiment sur la recherche de programme de récompense, bien qu'il en existe, mais on recherche plutôt une carte de crédit qui va avoir pas de frais annuels et qui va vous permettre de bâtir votre historique de crédit. Ensuite, il y a les gens, on va dire, un petit peu comme toi et moi, l'optimisateur. C'est celui qui a plusieurs cartes de crédit et qui utilise stratégiquement selon la catégorie de dépenses. Donc, il va utiliser par exemple une carte Cobalt pour l'épicerie et une autre carte pour les achats d'essence, par exemple. C'est un peu le niveau avancé. C'est les gens qu'on observe finalement après 1 ou 2 ans de lecture assidue des guides et de tout notre contenu sur Malsopédia et de notre infolettre. La bonne nouvelle, c'est que peu importe votre profil, il y a une stratégie qui fonctionne. Et c'est ce qu'on va voir ensuite. C'est ce qui nous amène à notre deuxième segment, profil et objectifs. Chez Malsopédia, on a un comparateur de cartes de crédit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment bien l'utiliser? Alors oui, on a un comparateur de carte de crédit. Ça fait depuis 2021 qu'on a ce comparateur. On l'a fait en partenariat avec Protégez-vous qui utilise ce comparateur sur son site web. Et aujourd'hui, on a près d'une quinzaine de médias, de créateurs de contenu qui utilisent ce comparateur de carte de crédit. Alors, comment l'utiliser? Vous vous rendez sur malsopédia.com et vous avez, en haut de ce comparateur, vous avez un formulaire dans lequel vous avez quelques questions à remplir. Il y a 3 questions pour savoir un petit peu vos revenus, vos types de dépenses et vos objectifs. Est-ce que vous voulez des points voyage ou est-ce que vous voulez des remises en argent? Ça, on en a parlé dans le premier podcast. Je vous invite à le consulter de nouveau pour savoir plus justement comment savoir son objectif. Ensuite, l'outil va vous suggérer les cartes qui sont les plus adaptées et qui sont classées finalement en fonction de la valeur que vous pourrez en retirer la première année. Effectivement, la première année, une carte de crédit va offrir un bonus de bienvenue.
retour au premier podcast où on a traité ce sujet-là, un bonus de bienvenue, que ce soit des remises en argent ou des points. On va calculer les frais annuels, on va calculer ce que vous pouvez obtenir comme points via vos achats. Et donc tout ça, ça va donner une valeur et ça permet de classer les cartes de crédit. Aussi, vous pourrez comparer côte à côte autant de cartes de crédit que vous le souhaitez. Il y a certains sites qui vont vous proposer de comparer 2 cartes, 3 cartes. Nous, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez comparer vraiment toutes les cartes de crédit. Et là, vous pouvez comparer selon tous les critères. Et sur les cartes de crédit, il y a à peu près 170 critères qui existent. Et là, vous allez les retrouver. Les frais annuels, les taux de remise, les assurances, toutes les assurances qui vont être détaillées, le bonus de bienvenue. Et ce qu'on ajoute et que vous ne trouverez pas ailleurs, c'est la valeur réelle estimée par année selon votre profil de dépenses. En fait, vous pouvez affiner vos dépenses. En haut du comparateur, vous verrez une petite grille que vous pourrez remplir. Il y a 6 catégories dans lesquelles vous pourrez indiquer vos dépenses mensuelles. L'épicerie, l'essence et les transports, les repas, les voyages, les factures, et puis finalement la catégorie autre, qui est généralement la catégorie minimum pour l'accumulation de points. Et enfin, Milesopedia est un site de contenu, donc il y a plus de 3000 articles qui existent sur le site avec plein de guides. En parcourant notre site, vous pourrez ajouter n'importe quelle carte de crédit dans une sorte de panier. Vous lisez par exemple un reportage photo sur un hôtel Marriott Bonvoy, vous pouvez ajouter la carte à votre panier. Vous pouvez vous consulter un guide détaillé sur Aéroplan et vous voyez plusieurs cartes de crédit qui sont intéressantes pour vous. Vous pouvez les ajouter à votre panier. Et une fois votre lecture terminée, vous pourrez consulter ces cartes et prendre votre décision en âme et conscience. Je recommande toujours aux gens d'essayer ce comparateur de cartes de crédit avant de prendre une décision. Ça prend 2 minutes et ça peut éviter d'avoir des mauvaises surprises. J'aimerais qu'on fasse en fait un peu une petite mise en situation. Par exemple, si on est un voyageur fréquent, quelle carte pourrait vous convenir le mieux? Alors en ce moment, pour les voyageurs fréquents, il y a beaucoup de belles opportunités. Voici ce que je vous recommande et ce qui sort du lot. Il y a une offre qui vient de sortir la semaine dernière pour la carte American Express Marriott Bonvoy, que ce soit la carte pour les particuliers ou la carte pour les petites entreprises, travailleurs autonomes. Et c'est une offre qui est valide jusqu'au 7 avril. Vous pouvez obtenir jusqu'à 110 000 points Marriott Bonvoy en bonus de bienvenue. En fait, c'est énorme. Ça peut valoir plusieurs nuits d'hôtel. Et donc ça, c'est une carte vraiment que je vous recommande, d'autant qu'elle a des frais annuels qui sont peu élevés. Ensuite, il y a la carte RBC Avion Visa Infinite. On en a parlé là aussi lors du premier podcast qui vous permet d'obtenir par exemple la Q-Suite de Qatar Airways. En ce moment, son offre record, elle n'a jamais été aussi élevée, c'est jusqu'à 55 000 points avion et c'est une carte finalement qui est très flexible pour les transferts de points comme par exemple chez British Airways Executive Club. Ensuite, on a une carte qui est la carte TD Classe Ultime Voyage qui, elle aussi, sa prime de bienvenue n'a jamais été aussi élevée. C'est jusqu'à 165 000 points. C'est tout simplement la prime de bienvenue la plus généreuse sur le marché et on voit dans la communauté, les gens s'arrachent cette carte de crédit. Enfin, on a la BNC World Elite qui revient avec une offre exclusive. On a un beau partenariat avec la Banque Nationale. On est les seuls à proposer cette offre de bienvenue. Vous pouvez obtenir jusqu'à 50 000 points. Et c'est tout simplement l'une des meilleures cartes pour les assurances qui existent sur le marché et qui dispose, il faut le noter, d'un crédit voyage annuel d'une valeur de 150 $. Donc finalement, la cotisation se paye d'elle-même. Alors, tu me posais la question pour les voyageurs. Donc, les voyageurs privilégient les accès au salon, les assurances voyage, les surclassements. Tout ça, ça a une valeur finalement qu'on oublie souvent de calculer. Nous, on la prend en considération dans le comparateur de carte de crédit. On calcule combien rapporte finalement l'accès à un salon d'aéroport qui nous est offert avec une carte de crédit. Donc finalement, mon conseil, si vous avez un voyage qui est prévu cette année, c'est le moment de regarder ces offres. Finalement, les bonus de bienvenue sont souvent les meilleurs à cette période de l'année où il fait très froid au Canada. Deuxième mise en situation, si vous êtes plutôt un acheteur local, que vous dépensez surtout au supermarché, dans les épiceries, quelle stratégie il faut privilégier? Alors dans la communauté Milesopedia, on a surtout une communauté de voyageurs, mais on a aussi des gens qui ne voyagent pas. Et là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi avoir des cartes de crédit et des remises en argent et des primes de bienvenue qui vont vous offrir des remises en argent. L'idée, finalement, c'est de maximiser ce que vous dépensez déjà au quotidien. Par exemple, vous dépensez à l'épicerie ou à la pharmacie. Des cartes comme la BNC World Elite ou la Mex Or de la Banque Scotia ou la PC Financial World Elite Mastercard vont vous offrir des taux bonifiés dans ces différentes catégories. Vous avez souvent besoin de faire de votre plein d'essence ou même des recharges électriques. Certaines cartes vont vous offrir entre 3 et 4% de remise sur cette catégorie d'achat. On pense par exemple à la carte CIBC Dividende Visa Infinite.
Après, on a ce qu'on appelle une stratégie multicarte. Multicarte, c'est-à-dire que vous avez une carte principale pour vos dépenses au quotidien et vous avez une carte pour les catégories de bonus spécifiques comme la carte Cobalt ou la carte BNC World Elite pour l'épicerie. Ensuite, vous avez la différence entre les remises en argent versus les points. Pour quelqu'un qui ne voyage pas, l'option remise en argent est souvent plus simple et plus directe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des cartes qui offrent des points, comme la carte American Express hors de la Banque Scotia, qui est partenaire, qui fait partie du programme SEN+, vous pouvez les utiliser non seulement pour des voyages, mais également à la caisse de votre épicerie. Donc finalement, des points que vous utilisez en remise en argent. L'important dans tout ça, c'est vraiment la régularité. Chaque achat d'épicerie que vous allez faire, chaque plein d'essence, ça s'additionne. À la fin de l'année, ça peut représenter 500 $, ou plus de remise en argent ou de valeur en points. Et les familles ou les étudiants ont-ils des besoins particuliers pour une carte de crédit? Quelles questions, en fait, il faut qu'ils se posent? Alors absolument, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est souvent là que les erreurs sont les plus coûteuses. Les familles, par exemple, dépensent beaucoup en épicerie, en vêtements, en différentes activités. Il faut une carte qui récompense ces catégories du quotidien. On le disait tout à l'heure, la carte Cobalt ou la carte BNC World Elite offre 5 points par dollar à l'épicerie. C'est là où vous obtiendrez beaucoup de points et de remise en argent. Ensuite, les cartes supplémentaires pour le conjoint. Elles sont souvent gratuites et les points vont s'accumuler dans le même compte. C'est un accélérateur. Mais attention, il y a quand même quelque chose que je veux vous dire là-dessus sur la carte supplémentaire. C'est que souvent, c'est une erreur qui est faite dès l'origine. Par exemple, et c'est souvent ce qui arrive pour les femmes avec un conjoint, une conjointe, d'avoir une carte supplémentaire sur un compte principal. Sauf que le problème, c'est que cette carte supplémentaire ne va pas vous permettre de reporter ces informations à votre dossier de crédit. Donc c'est celui qui a la carte principale qui a toutes les informations qui sont remontées à son dossier de crédit. Alors ma recommandation, c'est d'avoir au moins une carte de crédit sans frais annuels à votre nom et puis après avoir une carte de crédit supplémentaire pour obtenir des points sur le compte de votre conjoint. Mais c'est vraiment une distinction qui est à prendre en considération. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites là-dessus. Ensuite, pour les étudiants, la priorité ici, c'est de bâtir un bon historique de crédit. Il existe des cartes de crédit étudiantes qui sont sans frais annuels et avec des petites remises. On peut penser par exemple à la carte BMO remise pour étudiants et il y a des cartes comme CIBC Aventura ou CIBC Dividende pour étudiants qui sont parfaitement adaptées et qui vont vous offrir quelques avantages pour l'université. Ensuite, l'erreur qui est classique de l'étudiant, c'est de prendre une carte et de ne pas payer le solde complet. On se contente souvent on voit souvent des histoires d'horreur d'étudiants qui ne comprennent pas en fait quand ils reçoivent le relevé, montant minimal à payer 70 $, alors qu'ils ont un solde de 1500 $, mais il faut payer son solde, il ne faut pas se contenter de payer son minimum parce que sinon vous allez avoir des intérêts pour les 10-15 prochaines années pour vos dépenses. Donc ça, c'est une erreur classique à ne pas à faire attention. Donc, mon conseil pour les étudiants, commencez avec une seule carte de crédit, sans frais annuels, payez tout le solde complet et dans 2-3 ans, vous aurez un excellent dossier de crédit pour accéder aux meilleures cartes de crédit. Et si vous êtes un amateur de remise, quelles cartes ou programmes de fidélité sont les plus adaptés? Alors pour les amateurs de remise, c'est ceux qui veulent du concret, du simple, pas de transfert compliqué, on l'a dit tout à l'heure, juste de l'argent qui revient dans votre compte chaque mois ou chaque année. Ici, il y a la carte Tangerine remise, il y a la version normale et il y a la version World Mastercard. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 catégories de dépenses où vous obtiendrez 2% de remise en argent et vous pouvez changer ces catégories de dépenses comme l'épicerie, l'essence, etc. C'est simple, en plus ces cartes n'ont pas de frais annuels et donc effectivement comme je vous disais, vous pouvez choisir vos catégories dans l'année. Ensuite, il y a la carte CIBC Dividende Visa Infinite ou sa consoeur chez Scotia, la Scotia Momentum Visa Infinite. En ce moment, vous pouvez obtenir 10% de remise en argent sur les premiers relevés. C'est très bon comme offre et ces cartes offrent des accélérateurs sur les achats courants comme l'épicerie, l'essence ou les paiements de factures. Petit aparté, par exemple, la carte Scotia Momentum Visa Infinite, vous pouvez l'utiliser sur Chexi. Et Chexi, vous pouvez payer certaines factures comme les taxes municipales, vos impôts, ça va bientôt arriver. Et tout ça, vous pouvez obtenir 4% de remise en argent, donc c'est intéressant. Ensuite, il y a des programmes de fidélité comme PC Optimum ou Sen+. Si vous les combinez avec votre carte de crédit qui est PC Optimum ou Sen+, vous pouvez doubler l'effet et doubler la valeur des points que vous obtenez. Et les trucs que les gens oublient souvent, c'est de comparer le rendement net après les frais annuels. Une carte avec 2% de remise mais qui a 120 $ de frais, il faut dépenser au moins 6 000 $ juste pour couvrir les frais.
Par contre, ça peut être intéressant de payer des frais annuels si vous avez beaucoup de dépenses avec une carte qui offre des accélérateurs parce que finalement, vous allez compenser cette cotisation grâce aux remises ou aux points que vous allez obtenir grâce à vos dépenses. Tu as mentionné plutôt en fait les erreurs des fois que les étudiants peuvent faire par rapport au remboursement de leur solde de carte de crédit, ce qui m'amène en fait au segment 3 qui sont les erreurs fréquentes. Donc, à quoi faut-il faire attention concernant les primes à l'inscription et les frais annuels? Alors, c'est le piège numéro un, et je vois souvent ça dans notre communauté Malsopédia. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un groupe Facebook avec près de 40 000 membres, un groupe privé que vous pouvez rejoindre et poser vos questions et voir un petit peu comment ça se passe, les points et les remises en argent. Alors, le bonus, il y a un bonus par exemple de 50 000 points. Tout à l'heure, on parlait 165 000 points. C'est excitant, mais il faut vérifier les conditions. Souvent, il y a un minimum de dépenses à atteindre en 3, 6 mois, même en un an. Et même des fois, il faut renouveler la carte pour obtenir certaines parties du bonus. Si vous devez forcer vos dépenses pour atteindre le seuil, c'est un mauvais signe. Le bonus doit venir naturellement avec vos dépenses habituelles. Les frais annuels, il faut les regarder. Certaines cartes coûtent 150 $, 200 $, on en a même qui coûtent 700 $ par année. C'est correct si les avantages compensent largement, si vous voyagez beaucoup, si vous accédez au salon d'aéroport, si vous obtenez finalement assez de retour par rapport aux frais annuels qui sont chargés avec votre carte. Mon test rapide, c'est est-ce que la valeur des points, plus les assurances, plus les avantages, dépasse le double des frais annuels? Si oui, c'est une bonne carte que vous pouvez conserver. L'autre piège, c'est les offres de première année gratuite. Je dis piège, mais c'est génial pour en profiter, mais mettez un rappel pour réévaluer avant le renouvellement. Avec les cartes qui offrent la première année de cotisation gratuite, c'est souvent là où on retrouve les meilleures offres de bienvenue. Pensez-y. Vous pouvez bénéficier des assurances et des avantages d'une carte de crédit haut de gamme, comme l'accès au salon d'aéroport, sans payer de frais annuels la première année. Donc vous bénéficiez à la fois d'une belle prime, à la fois des avantages de la carte, c'est intéressant. Et rien ne vous empêche dans un an ou dans 2 ans de réévaluer votre carte de crédit et de changer de carte de crédit. Et justement, quelles cartes sont souvent mal adaptées à certains profils? Je vais être direct parce que là, c'est là où les gens perdent de l'argent sans s'en rendre compte. Une carte voyage haut de gamme, quand vous voyagez une fois tous les 3 ans, vous payez des frais annuels pour rien, pour des assurances voyage dont vous ne servirez pas. Une carte qui a des bonus sur des restaurants alors vous cuisinez toujours à la maison, ça ne fonctionne pas. Une carte American Express dans des régions éloignées, parce que American Express, contrairement à la croyance populaire, est quand même pris dans bon nombre de commerces, mais souvent, régulièrement dans des régions éloignées où il y a peu de commerçants, certains commerçants ne l'acceptent pas. Et là, vous accumulez moins vite, il faudrait mieux vous diriger vers des cartes comme des cartes Mastercard ou Visa qui seront plus facilement acceptées. Une carte à taux d'intérêt élevé alors que vous ne payez pas toujours le solde complet. Là, ça n'a pas d'intérêt justement. Il faut vraiment viser des cartes à faible taux d'intérêt. Donc, une carte finalement qui peut être parfaite sur le papier, qui peut être parfaite sur le site de Malsopédia, peut être la pire pour vous si elle ne correspond pas à votre réalité quotidienne. Donc c'est là où c'est important de répondre aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure justement sur quelles sont vos dépenses, quels sont vos objectifs, est-ce que vous êtes un voyageur, est-ce que vous préférez les remises. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant de se poser ces questions avant de cliquer sur le bouton souscrire d'une carte de crédit. Et quels frais passent souvent inaperçus mais coûtent très cher? Alors, il y a des frais cachés que presque personne ne regarde et pourtant ça gruge la valeur de votre carte de crédit. Je pense en premier lieu aux frais de conversion en devises étrangères. Souvent, ce n'est pas indiqué sur votre relevé, ce n'est même pas indiqué dans le livret promotionnel des institutions financières, mais généralement, c'est 2,5% de frais sur chaque achat qui est facturé à l'étranger ou facturé en devises étrangères. Donc sur un voyage, ça peut vite monter et ça peut valoir le coup finalement de s'équiper avant le voyage d'une carte de crédit sans frais de conversion. Il y a surtout les cartes de la Scotia qui proposent ça, que ce soit la carte American Express Or ou la platine de la Scotia ou la carte Visa Infinite Passport. Et là, en ce moment, en plus, il y a une offre sur Malsopédia que je vous invite à consulter. Ensuite, comme deuxième frais, il y a les intérêts sur les avances de fonds. Pas de période de grâce, les intérêts commencent immédiatement dès que vous avez sorti de l'argent du distributeur de billets et c'est souvent 22-23%. Donc ça, faites attention à ça. Les frais de retard de paiement, en plus de coûter 25 ou 30 $, ça affecte votre code de crédit. Et les assurances en double, si votre carte offre déjà une assurance voyage,
pas besoin de payer pour celle de la compagnie aérienne au moment de l'achat. Donc c'est tous ces frais qui passent souvent inaperçus mais qui peuvent vous coûter cher à longueur d'année et surtout si vous multipliez les cartes de crédit. Comment maximiser nos points sans se compliquer la vie? Alors, maximiser ses points, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et c'est vrai qu'on pense qu'il y a une grosse courbe d'apprentissage pour entrer dans le monde des points, mais finalement, quand on a répondu aux questions de savoir son objectif, de savoir quel programme qui peut être intéressant, on va juste se former sur un programme, pas besoin d'avoir une formation sur les 50 programmes qui existent sur le marché ou sur les 200 cartes qui existent sur le marché. Donc voici mes 4 règles de base. 1. Mettez toutes vos dépenses récurrentes sur votre carte de crédit, les abonnements, les téléphones, les assurances, l'épicerie. Ne passez rien directement sur votre compte bancaire, passez tout sur votre carte de crédit. Chaque dollar finalement va compter à la fin de l'année quand vous aurez besoin d'utiliser vos remises ou vos points de voyage. La règle numéro 2, c'est utiliser la bonne carte pour la bonne catégorie. Même avec juste 2 cartes, vous pouvez facilement gagner 30 ou 40% de points de plus par année en utilisant une carte qui gagne 5 points par dollar à l'épicerie versus une carte qui va en gagner 2 ou même 1. Ne laissez pas, ma règle numéro 3, c'est ne laissez pas vos points dormir. Vos points vont se dévaluer avec le temps. Vos points ne sont pas des REER. Utilisez-les ou transférez-les vers un programme partenaire et utilisez auprès de ce programme partenaire. Enfin, la règle numéro 4, automatisez tout ce que vous pouvez. Les prélèvements automatiques du solde complet, les dépenses récurrentes sur la bonne carte, les rappels pour les bonus. Mettez-vous des rappels dans des calendriers pour vous dire là j'ai jusqu'à telle date pour dépenser, pour obtenir ma prime de bienvenue. Ça prend quelques secondes, mais à la fin de la fin, ça peut vraiment vous rapporter beaucoup d'argent. Avant qu'on se quitte, toi et moi, est-ce que tu peux me parler des actualités côté points qui se passent en ce moment pour ce segment numéro 4? Alors, on a eu beaucoup d'actualités au mois de janvier. On en a couvert certaines lors du premier podcast. Je vais revenir sur certaines qu'on a couvertes et je vais vous parler de celles qui sont sorties là depuis le début du mois de février. Alors, Aéroplan. Vous n'êtes pas sans savoir que Air Canada a complètement revu le système Aéroplan. Maintenant, vous gagnez minimum 1 point par dollar dépensé, peu importe la distance. C'est beaucoup plus simple qu'avant finalement. Il y a un nouveau système qu'on appelle les systèmes de crédit au statut, les SQC, le système les crédits de qualification à un statut. Vous pouvez maintenant gagner un statut élite via vos cartes de crédit et vos partenaires, pas juste en voyageant avec Air Canada ou ses partenaires. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui voyagent peu de s'équiper d'une bonne carte de crédit Aéroplan. Depuis le 1er février, les membres Aéroplan 25K ont un peu moins de bagages gratuits, mais en contrepartie, ils ont de nouveaux avantages sur les partenaires Star Alliance. Et l'autre bonne nouvelle, ça va plaire aux voyageurs qui vont notamment en Europe. Aéroplan a ajouté ITA Airways, donc c'est la compagnie nationale italienne, comme partenaire. ITA Airways va bientôt rejoindre Star Alliance. Ils se sont fait racheter par le groupe Lufthansa. Ils ont rejoint le groupe Lufthansa. Donc là, ça va ouvrir de nouvelles destinations en Italie ou même au-delà de l'Italie avec ITA Airways grâce à vos points Aéroplan. Donc ça, c'était pour l'actualité Aéroplan. Après, on a eu plein d'offres de bienvenue records et elles sont toutes arrivées entre fin janvier et début février. On en a évoqué certaines, donc comme la carte American Express Marriott Bonvoy jusqu'à 110 000 points. Ça finit le 7 avril. On a la carte RBC Avion jusqu'à 55 000 points. On a la carte TD Aéroplan Visa Infini de Privilège avec 85 000 points Aéroplan. On a la carte American Express Or de la Banque Scotia, 45 000 points et ça c'est une offre qui est valable jusqu'au 1er juillet. Et on a la carte WestJet RBC World Elite qui offre 70 000 points WestJet. Et enfin, on a 2 cartes Mastercard World Elite, la carte BNC World Elite pour laquelle on a une offre exclusive. Je vous invite à consulter le site de Milesopedia. Et la carte BMO Ascend World Elite, là aussi une offre exclusive jusqu'à 115 000 points. Donc vous voyez, c'est une pluie d'offres. Vous avez vraiment votre choix à faire. Je vous rappelle, ne souscrivez pas à tout en même temps parce que vous avez des dépenses à atteindre pendant les prochains mois. Donc ça, c'est pour les offres de bienvenue et on va mettre tous les liens dans les commentaires du podcast pour que vous puissiez retrouver ces offres de bienvenue. Ensuite, on a le groupe Accor qui lance le All Accor Plus. C'est un nouveau programme qui est par abonnement avec 15% de rabais toute l'année sur plus de 30 marques hôtelières. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous séjournez dans des hôtels Accor en Europe ou des Fairmont par exemple. Donc c'est à surveiller.
Enfin, côté aéronautique, on a l'Emirates A350 qui sert maintenant la route Dubaï-Montréal. Et c'est une première au Canada et c'est un appareil flambant neuf. Donc si vous avez des points aéroplans, vous pouvez les utiliser pour voyager à bord d'Emirates. Donc c'est une période très active et je vous invite à aller sur mysopedia.com pour tous les détails, à rejoindre notre groupe Facebook pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez juste rattraper l'actualité, abonnez-vous à notre infolettre. Chaque semaine, le dimanche, vous recevez tout le résumé de l'actualité. Si le monde des points, des voyages et des bons plans vous intéresse ou vous intrigue, abonnez-vous au podcast et suivez Milesopedia pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dans notre prochain épisode, on plongera dans l'univers des programmes de fidélité avec un invité spécial. Merci à vous.